Bonsoir à tous, moi c'est Anthony. Voilà. Comme l'a dit Alban tout à l'heure, je suis consultant chez Xebia. Et aujourd'hui, on va parler IoT et on va parler Node-RED. Alors, je profite de ce meet-up pour faire un petit retour d'expérience d'un hackathon auquel j'ai participé, organisé par Dalkia, donc qui est une filiale d'EDF spécialisée dans les services énergétiques. Donc ils ont fait un hackathon, donc c'est le hackathon e-résident qui s'appelait. Donc c'était orienté domotique et maison connectée. Donc voilà, là c'est mon équipe. Et à la fin, on a produit donc Haru, ce petit objet connecté que vous voyez là. Donc, à l'intérieur d'Haru, en fait, c'est un Raspberry avec des capteurs, un écran. Et cet objet connecté utilise Node-RED. Et côté serveur aussi, quand on va récupérer les données, on utilise aussi du Node-RED. Et bon, voilà. Finalement, ça s'est bien passé, ce hackathon. Donc voilà, si vous voulez gagner des hackathons, utilisez Node-RED. Alors, donc on parle de Node-RED, mais Node-RED, c'est quoi? Alors, petite traduction approximative de ce qu'on retrouve sur la doc de Node-RED. Donc, c'est un outil visuel pour connecter et relier des dispositifs matériels, des API et des services en ligne. Donc, pour câbler l'Internet of Things. Alors, si vous cherchez sur Google Wiring the Internet of Things, vous tombez tout de suite sur la doc de Node-RED. Alors, ces spécificités, donc, il est open source sur GitHub, vous pouvez voir les sources. Développé et maintenu par IBM. Pour certains, ça peut être un avantage, d'autres un inconvénient. C'est du runtime en Node.js. Et ce qui fait vraiment sa spécificité, c'est qu'il a un éditeur riche intégré au browser. Donc là, laissez tomber vos IDE, etc., Vim, tout ça. Vous allez développer directement dans votre browser. Là, c'est juste pour vous donner un aperçu de ce à quoi ça ressemble. On fera une démo tout à l'heure. On va partir d'un flux de données simple qu'on retrouve dans la plupart des projets IoT. Hein, c'est un peu le Hello World des projets IoT. Donc j'ai mon objet connecté, dessus j'ai un capteur, que par exemple un capteur de température. Il va me renvoyer en données un truc pas trop utilisable, des ampères, des ohms, etc. Donc généralement, dans la doc de ce capteur, on va vous donner une fonction de conversion. Par exemple, pour un capteur de température, pour transformer des ohms en degrés Celsius. On va faire passer du coup cette donnée dans la fonction, et là je vais l'envoyer par MQTT dans un broker. Pour ceux qui ne connaissent pas MQTT, c'est un protocole léger, énormément utilisé en IoT. Du coup, un broker MQTT, vous pouvez voir ça comme une file de messages. Donc voilà, j'ai cet objet. Du coup, dans mon broker MQTT, donc qui est sur le cloud, ailleurs, sur mon serveur, j'aimerais le récupérer. Et après, j'en fais ce que je veux. Donc là, dans l'exemple que je vais vous montrer, je le récupère et je l'envoie en local en WebSocket pour l'afficher. Donc voilà, vous voyez bien là, ce flux. Et maintenant, je vais vous le montrer en Node-RED. Voilà, c'est exactement la même chose. Ça, c'est vraiment ce que vous allez voir sur l'éditeur Node-RED. Du coup, c'est super visuel. Là, je retrouve mon capteur, ma fonction de conversion, broker MQTT. Donc ça sera la partie Node-RED qui sera sur mon objet connecté. Et sur ma partie serveur, je récupère depuis le broker MQTT et j'envoie à WebSocket. Du coup, petite démo en live. On va voir à quoi ressemble l'éditeur Node-RED. Hop. Donc voilà, j'ai mon... Hop. Je ne sais pas si on voit bien. Si, on voit bien. Alors, tout en haut là, avec R, alors c'est mon port série. Donc je peux le configurer, etc. C'est de là que je récupère ma donnée. Là, je mets juste un limiteur. Je dis, je veux un message par seconde. Tout ça, c'est du built-in. Hein. Je fais une fonction de conversion. Donc là, j'ai juste dit divisé par 1000, hein, ça pourrait être autre chose. Et je l'envoie à mon broker. Alors on peut rapidement regarder quels sont les nœuds que propose Node-RED. Donc vous avez le inject, c'est un peu un bouton, c'est un push-bouton. On va juste rapidement voir les plus utilisés. Du HTTP, qui va généralement avec une réponse. Donc vous pouvez les relier. Et entre les deux, du coup, mettre des fonctions, ce que vous voulez. Ça vous permet du coup de carrément faire une API en Node-RED. Du port série en sortie, si jamais vous voulez par exemple allumer des LED ou afficher des messages ailleurs. Et bien sûr, les plus importants, donc c'est les fonctions. Ça, c'est la fonction de base. Si vous voulez rajouter des délais, pareil, vous pouvez le paramétrer. Vous pouvez faire
ce que j'ai fait tout à l'heure, limité à un message par seconde, enfin un temps de message par seconde. Voilà, en built-in, vous avez vraiment énormément de choses. Et par exemple, le seul nœud qui n'est pas built-in que je vous montre très rapidement, c'est un nœud MongoDB. Donc vous pouvez connecter une base MongoDB et envoyer très facilement sur votre base. Donc voilà, donc je reviens sur le petit exemple. Alors là, je n'ai pas de capteur, parce que c'est compliqué à brancher, etc. pour cette démo. Du coup, à la place, j'ai fait un mock qui va me renvoyer des données aléatoires. Donc là, c'est le premier nœud que je vous ai montré, le nœud inject. C'est quelque chose qui va juste pinguer 3 fois par seconde. Et là, j'ai une petite fonction là, qui va me renvoyer un nombre aléatoire. C'est juste pour simuler ce que renverrait un capteur. Et ensuite, pareil, je le fais passer exactement dans le même flux. Donc ça, c'est ce que j'aurais sur mon Raspberry, si j'en avais un. Et ensuite, côté serveur, pareil, je récupère la donnée sur le broker MQTT et je l'envoie ici en WebSocket, donc à l'URL que j'ai choisi. Donc je déploie. Voilà. Et si je regarde ce que je récupère en WebSocket, normalement, du coup, toutes les secondes, je devrais avoir une mise à jour de la valeur. C'est vraiment un client WebSocket qui fait 5 lignes. Donc voilà, donc je suis capable de récupérer cette donnée depuis n'importe où, du moment que j'ai pu me connecter au serveur MQTT. Alors vous pouvez déjà vous connecter sur Twitter, on va faire un petit jeu. Hop, là en dessous. Caché. Hop, il y a un nœud Twitter qui est intégré directement à Node-RED. Donc ce que je dis à ce nœud Twitter, je dis à chaque fois qu'il y a un hashtag moi du JS, hop, là c'est juste une fonction pour rajouter au message le nom de l'utilisateur, donc par le nom de l'utilisateur, et je l'envoie par MQTT sur un topic exprès que j'appelais tweet. Et sur mon serveur, je le récupère. Et je l'envoie aussi en WebSocket. Ça peut être utile, par exemple, si là, vous avez des écrans dans la salle qui ne sont pas connectés à Internet, mais qui sont connectés juste à un réseau local. Vous pouvez leur envoyer comme ça des tweets à afficher. Donc pour ça, hop. Donc là, normalement, sur cet écran, devraient s'afficher tous les tweets avec un hashtag moi du JS. Nice. Hop, je vais tweeter aussi. Voilà. Donc tout ça fait super facilement et super rapidement avec Node-RED. Hop, je reviens sur ma présentation. Voilà, je n'avais pas affiché le hashtag. Alors, du coup, petit résumé des avantages de Node-RED. C'est des développements ultra rapides. Donc, ça nous a énormément aidé pour le hackathon. Vous avez juste à brancher des blocs entre eux et ça marche tout de suite. C'est vraiment magique. C'est du Node, donc ça profite de tout son écosystème. Alors, derrière, il y a quand même des nœuds peut-être à développer, si jamais vous voulez des trucs un peu plus spécifiques. Mais ça reste assez simple à développer. Des flows visibles, donc vous voyez votre flow Node-RED, vous savez ce que ça fait. Un éditeur plutôt bien foutu, avec du cliquer déplacé, vous cliquez, enfin, c'est bien fait. Et bon, j'ai pas d'action chez IBM, mais c'est très bien intégré à Bluemix. Forcément, c'est les mêmes qui ont fait Node-RED. Voilà, alors les petits inconvénients, les petits problèmes que j'ai rencontrés quand même pendant ce hackathon, c'est compliqué si on commence à vouloir sortir de son scope, si on veut rajouter des règles métiers un peu space, si on veut faire de l'asynchronisme poussé, genre faire 3 requêtes en même temps, récupérer la concaténation des requêtes, etc. C'est compliqué avec Node-RED, c'est pas fait pour. C'est plus pour faire des choses les unes après les autres. Ça peut devenir fouillis avec beaucoup de nœuds. Il y a quand même des façons de faire des sous-nœuds ou de gérer plusieurs flows, mais ça reste, si vous avez vraiment beaucoup de nœuds, ça peut vite devenir fouillis. Passer des arguments à une fonction, c'est pas possible avec Node-RED en fait. C'est une fonction dans Node-RED, ça prend le message complet et la fonction du coup est d'être au courant des arguments, enfin des propriétés de votre message qu'elle doit modifier. Donc si vous ne pouvez pas le paramétrer et réutiliser la fonction ailleurs. Le partage de code il est assez difficile parce que Node-RED, je ne l'ai pas montré là,
mais en sortie, il va vous produire un fichier JSON compressé. Donc du coup, en fait, c'est ce fichier JSON que vous devez utiliser et partager si vous travaillez à plusieurs sur un projet. Du coup, vous avez des guides diff un peu illisibles parce que c'est tout sur une ligne. Donc le partage de code, en fait, c'est quelque chose dont se vante Node-RED parce qu'ils disent il suffit de partager ce JSON entre les projets, c'est facile. Mais en fait, quand vous travaillez à plusieurs sur un projet, vous vous rendez compte que c'est quand même un frein. Et enfin, il n'y a pas de bonne pratique dans la doc. Donc, si vous allez dans la doc de Node-RED, ils vous disent regardez, faites un npm install en global de Node-RED, ça marche tout de suite. Vous avez dans votre home un point Node-RED et voilà, ça met tout dedans tout de suite. Il ne faut pas faire ça. Et ils ne le disent pas forcément dans la doc, donc il faut creuser un peu. Merci.